Europe 1, il est 8h33, l'heure de la revue de presse. Et du grand retour de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on essaye de réveiller les consciences. Libération, procès LuxLeaks, justice pour les lanceurs d'alerte. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels les Français feraient bien de se pencher. La Croix, Europe, États-Unis, l'enjeu du libre-échange. Aujourd'hui en France, traité transatlantique, le plan secret des Américains. Pendant ce temps, le Figaro commente l'opération Survie lancée par les derniers Hollandais, la grande peur des socialistes. On commence avec un papier effrayant sur l'endoctrinement des djihadistes. Oui, la double page du Monde est glaçante. Une description du système d'éducation mis en place par l'État islamique en Irak et en Syrie. Parce que les djihadistes, à l'image de tous les totalitarismes, ont très bien compris l'importance d'endoctriner la jeunesse. Alors ils publient des manuels scolaires, des programmes. Les sciences humaines, bien sûr, ont disparu. Plus d'histoire, plus de livres autres que le Coran. Plus, bien sûr, toutes les règles de la charia et la culture de la violence. Alors restent les sciences physiques, les mathématiques et l'anglais. C'est de la logorée takfiriste d'un côté et d'anciens manuels manipulés de l'autre, explique un ancien professeur en exil. Avant, on demandait aux enfants de compter des ânes, on leur demande désormais de compter des kalachnikovs. Les ânes sont aujourd'hui dans les classes, ajoute-t-il. Comment peut-on qualifier ces gens-là d'enseignants ? La mise en place de ce programme a pris des mois. Parce que l'État islamique a tout son temps. Voilà, lire, une double page vraiment à lire dans Le Monde. On raconte aussi que les enfants très jeunes, on leur apprend à jouer au foot avec les têtes des personnes décapitées. C'est ça l'organisation État islamique. On parle des migrants à présent. Oui, alors que Libération nous explique comment le Premier ministre turc Erdogan impose peu à peu sa censure sur l'ensemble des ressortissants turcs en Europe, avec le consentement de l'Union, prête à tout accepter pour voir s'appliquer l'accord qui pourrait limiter l'afflux des migrants. Le site Atlantico nous raconte l'initiative d'une ministre norvégienne qui, sur l'île de Lesbos, a plongé à l'eau, alors avec une combinaison de survie quand même, pour, explique-t-elle, voir selon le point de vue des migrants. Après le Hijab Day de Sciences Po, où des jeunes filles prétendaient mettre un voile pour voir ce que ça fait, le modèle Vie ma vie, vous savez, on se met à la place de l'autre 5 minutes et on s'imagine qu'on va le comprendre, est visiblement très en vogue. La presse parle beaucoup d'EDF ce matin. Oui, 30 ans après Tchernobyl, les unes des journaux nous rappellent que le nucléaire inquiète. Le courrier Picard, Tchernobyl, le nom qui fait encore peur. Mais l'opinion choisit de s'intéresser en effet à la politique française et à EDF en particulier. Nucléaire, promis, on décide bientôt. Une critique de la procrastination propre à l'exécutif français qui pourrait mettre EDF en difficulté. Mais l'article à lire sur le sujet, c'est l'interview du journaliste Jean-Michel Quatrepoint sur le site Figaro Vox. Une analyse impitoyable des erreurs accumulées dans la gestion d'Areva et d'EDF. Un résumé précis des enjeux de ce fameux contrat d'EPR britannique sur lequel l'actuel PDG Jean-Bernard Lévy, avec qui vous parliez tout à l'heure, Thomas, et avec d'ailleurs la bénédiction d'Emmanuel Macron qui rêve d'affichage diplomatique, prend un risque majeur. Bref, c'est le contribuable français qui renflouera en cas d'échec. Le TAFTA, ce fameux contrat de négociation en pleine discussion, de commerce, en discussion entre les États-Unis et l'Europe. Oui, et en matière d'affichage diplomatique, il y a ce TAFTA. La presse ce matin s'intéresse enfin au sujet le plus crucial actuellement, le traité de libre-échange transatlantique. Alors, on pourra rire, bien sûr, en lisant dans le Figaro les déclarations d'amour de Barack Obama à son amie Angela Merkel. J'ai appris d'elle. Elle incarne beaucoup des qualités d'un dirigeant que j'admire le plus. Elle est guidée à la fois par des intérêts et des valeurs. En fait, l'éloge a pour but, on aura compris, de convaincre la dirigeante allemande d'accepter un traité auquel seuls 17% de ses compatriotes sont favorables. Mais c'est dans le Parisien que l'on comprend le mieux les raisons pour lesquelles nous, citoyens européens, nous aurions intérêt à nous pencher sur ce sujet. Un traité de commerce dont on ne peut consulter les documents que par une demande spéciale, enfermé dans une salle, sans portable, muni seulement de quelques feuilles de brouillon fournies, sous la surveillance d'un fonctionnaire et en s'engageant à n'en rien divulguer à la sortie. C'est quand même pas très démocratique. Alors, sous prétexte d'ouvrir les marchés américains à nos PME, nous accepterons, nous dit le Parisien, de soutenir les États-Unis dans leur guerre commerciale contre la Chine, quitte à abandonner notre identité agricole et alimentaire et à adopter leurs droits et leurs normes. Et je vous invite, pour tout comprendre du TAFTA, à réécouter sur europe1.fr le 6h45. Bien Europe 1 sûr. vous répond avec Thomas Porcher qui était très très clair sur le sujet. La révolution transhumaniste à présent. Oui, parce que ça aussi, c'est notre avenir. Ce bouleversement de l'économie et des hommes dont débattent Luc Ferry et Michel Onfray dans le Figaro. Faut-il avoir peur
peur de la troisième révolution industrielle. Michel Onfray voit dans cette évolution une destruction de la notion même de compétence au nom de la libéralisation. Il reproche à son interlocuteur une conception purement matérialiste qui mesurerait la civilisation par le développement de la télévision, de l'ordinateur et du portable. Mais il faut lire surtout le numéro spécial de Sciences humaines ce mois-ci, Nature, culture, la fin des frontières. Une exploration de cette hybridation future entre l'homme et la machine, comme de l'effacement des frontières entre l'humain et l'animal. Toutes les questions qui se poseront à nous dans les années à venir et qui détermineront nos vies. On termine par quoi? Je ne sais pas. Eh ben, pour l'instant, vous savez, les derniers développements de la technique et du capitalisme ont surtout donné naissance à ce qu'un anthropologue, David Graeber, appelle les bullshit jobs. Job de merde. Voilà. Pour une explication, il y a l'article de Jean-Laurent Casselli sur le site Slate. Et pour les applications, c'est le supplément Époque du Monde. Alors, consultant en concertation, vous connaissiez? Consultant en concertation, oui, c'est pas mal. Manager du management. Et mieux, Chief of Happiness Officer. Oui, chef du bonheur dans l'entreprise. Voilà, c'est beau. Hein. Tous ces boulots dont on est incapable de dire en quoi ils consistent et qui nécessitent au maximum 15 heures de travail par semaine. Hein. Le reste, c'est des réunions inutiles. Mais Le Monde nous explique surtout quelles sont les stratégies pour faire croire au surmenage, vous savez, cette nouvelle image de réussite sociale. Les SEA, ou signes extérieurs d'activité. C'est par exemple, vous savez, ce long soupir devant l'ordinateur ou ce massage qu'on se fait sur les épaules pour montrer son stress, parce que même dans un univers tertiarisé, nous dit Le Monde, le corps souffrant reste une bonne métaphore du consentement sacrificiel à la logique productive. Et puis imaginez, on est jeudi, ou même peut-être lundi d'ailleurs, et après une semaine totalement improductive, vous lancez à la cantonade votre ultime SEA. Désolé, mais je pose une RTT, je suis à 2 doigts du burn-out. Alors, il y a un équivalent aujourd'hui pratiqué par les politiques. Désolé, mais j'arrête d'agir, je suis à 1 an de la présidentielle.